Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cuinier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies de digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Cet épisode est soutenu par AppoLearn, la plateforme LMS qui transforme l'expertise de vos formateurs et de vos experts métiers en succès pédagogique. AppoLearn, c'est la combinaison d'un LMS ultra intuitif, d'un outil auteur avec IA pédagogique et d'une équipe de passionnés qui vous accompagnent dans la réussite de vos projets. Cette plateforme vous permet de créer des formations inclusives qui engagent, qui marquent les esprits et qui restent simples à concevoir et à piloter. J'aime particulièrement leur vision, libérer la créativité des formateurs et rendre la technologie invisible pour que la pédagogie soit toujours au premier plan. Avec AppoLearn, vous concevez, vous engagez et vous réussissez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur appolearn.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et dites-leur que vous venez de ma part pour bénéficier des frais de mise en service offerts. Bonjour à tous! Aujourd'hui, les attentes des collaborateurs ont changé. Selon une étude LinkedIn Learning, 94% des salariés resteraient plus longtemps dans une entreprise qui investit dans leur développement. Et dans un marché du travail tendu, 76% des candidats affirment qu'une offre de formation claire et engageante influence leur décision de postuler. La formation est devenue un vrai levier stratégique pour attirer, embarquer et fidéliser les talents. Dans cet épisode, en compagnie de Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, nous allons explorer ce lien, encore trop souvent sous-estimé, entre marque employeur et formation. Car le learning peut devenir un vrai levier d'attractivité, d'engagement et de fidélisation des collaborateurs. Bonne écoute! Bonjour Florent et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, merci. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode pour échanger sur un sujet à la croisée du learning et des RH, qui est donc la marque employeur. Avec plaisir, en tout cas. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, donc moi je suis Florent Letourneur, je suis un ancien DRH pendant à peu près 18 ans, sur des fonctions très orientées développement RH, donc recrutement, formation, gestion des carrières, etc. Et marque employeur. Et en 2016, donc j'ai créé une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Happy to Meet You, qui avait deux activités, cabinet de recrutement et agence de communication RH marque employeur. Cette entreprise a bien grandi et fin 2022, avec mon associé, nous l'avons vendue. Mais néanmoins, j'ai gardé l'agence marque employeur que j'ai renommée We Feel Good. Voilà, donc We Feel Good, avec We Feel Good, ça fait donc maintenant 9 ans qu'avec mon équipe, nous accompagnons des entreprises, des collectivités sur tout le territoire français, sur tous leurs sujets liés à leur expérience candidat, leur expérience collaborateur et leur marque employeur au sens large. Et tu as également un podcast, puisque nous sommes confrères de podcast. Oui, tout à fait. J'ai un podcast que j'ai lancé en mai 2023 et qui s'appelle « On n'a jamais fait comme ça » où j'interviewe soit des professionnels RH en exercice, soit des dirigeants d'entreprises qui amènent des vrais services différenciants à la fonction RH. Oui, podcast complémentaire au mien. Très complémentaire, ouais, tout à fait. J'invite tous nos auditeurs à aller également écouter tes épisodes. Donc, Florent, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce qu'est la marque employeur ? Alors ça c'est un bon sujet. Il y a plein de définitions différentes selon les personnes, mais globalement, moi tel que je la revendique, c'est l'ensemble en fait de l'image, c'est la réputation qu'une organisation projette auprès de son écosystème. Et quand je dis son écosystème, c'est bien sûr les candidats, des candidats potentiels, mais également les salariés actuels, mais également
je dirais, tout son écosystème au sens extrêmement large qui va graviter autour de l'employeur que cette organisation est. Ça peut être les écoles, ça peut être les partenaires recrutement, les partenaires intérim, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est, à mon sens, une visibilité, une réputation qui dépasse ce qu'on imagine. Plus simplement, au départ, l'objectif, c'est de recruter. Oui, mais et donc la cible candidat est une cible parmi plein d'autres. Oui, donc c'est ce qui va renforcer quelque part l'attractivité de l'entreprise. C'est ce qui va renforcer l'attractivité de l'organisation et sa facilité effectivement à recruter, sa facilité à fidéliser, mais aussi sa facilité à engager les collaborateurs pour faire en sorte que, en tout cas, ils soient les plus longtemps fidèles et investis dans l'entreprise. Et en quoi une offre de formation peut-elle justement renforcer l'attractivité d'une entreprise? Alors, ça c'est un sujet qui est important parce que aujourd'hui, euh, il y a une véritable attente des collaborateurs, des candidats, d'être formés, d'être accompagnés. On sait pertinemment bien que, en tout cas, c'est ce qu'on dit aux plus jeunes, en tout cas aux gens qui sortent aux jeunes qui sortent des écoles, tu vas faire X métier dans ta vie. Les compétences que tu acquiers soient obsolètes au bout d'un temps qui est de plus en plus court. Voilà. On le voit d'ailleurs, si on prend l'exemple tout bête de l'intelligence artificielle à laquelle on est confronté, le grand public est confronté depuis fin 2023, pardon, on voit la vitesse à laquelle ce sujet prend une ampleur extrêmement importante. D'où l'importance de toujours se former. Enfin, moi, je crois on pourrait revenir, mais je crois beaucoup à la formation tout au long de la vie. Et donc, par rapport à ce sujet-là, aujourd'hui, en tant qu'employeur, c'est indispensable, à mon sens, de proposer une offre de formation qui est riche, qui est accessible et qui va montrer de manière factuelle que l'entreprise investit du temps, de l'argent pour faire en sorte que ses collaborateurs, ses équipes soient non seulement bien sûr formés en temps réel par rapport aux exigences marché, par rapport aux attentes des propres clients, mais également qu'on anticipe les besoins futurs. Et ça c'est un travail qui est fondamental, quoi. Donc l'idée c'est d'envoyer un signal fort aux candidats en leur disant, bah ici dans mon organisation, bah tu sais que tu vas continuer à apprendre, tu vas continuer à évoluer, tu vas continuer à progresser. Et on va pas juste s'arrêter au diplôme ou à l'expérience que tu as déjà acquise ces dernières années. Donc, on le voit bien, tu vois, les plus jeunes, mais je pense que c'est devient, à mon avis, très 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 global ce sujet-là. On a une véritable attente de se dire, je cherche du sens, je cherche des perspectives d'évolution. Évolution ne veut pas dire forcément d'ailleurs tous managers, hein, mais on cherche des perspectives d'évolution qui peuvent être bien sûr hiérarchiques, mais aussi transversales, géographiques, etc. Et pour ça, oui, on peut s'auto-former, même, je dirais même on doit s'auto-former hein, si on a le temps et la capacité à le faire. Il y a des outils pour ça, etc. Mais l'employeur a quand même sa part de responsabilité qui est non neutre. Voilà. Tu vois, nous, quand on accompagne des entreprises en marque employeur, on est vraiment très vigilant entre le discours et la réalité. Une entreprise qui va dire oui, chez nous, bien sûr qu'on investit. Tout le monde va vous dire qu'il investit dans la formation, etc. C'est un discours un peu bateau. Comme tout le monde vous dit que personne ne discrimine à l'embauche. Personne va vous dire le contraire. Par contre, dans la réalité, entre ce qui est perçu par les collaborateurs et ce qui est vécu, imaginé transmis par l'entreprise, il peut y avoir un écart. Et donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est de combler cet écart, soit en se disant peut-être qu'on fait des choses mais qu'on le communique mal, et donc c'est mal perçu de la part des collaborateurs, ce qui peut être une piste. Donc là, c'est de travailler effectivement une certaine visibilité de la marque employeur au bénéfice des collaborateurs, soit effectivement peut-être qu'on a survendu un peu les choses. Et donc là, c'est là une promesse candidat qui est pas bonne et donc du coup un impact auprès des collaborateurs. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'on bosse effectivement notre budget formation, notre plan de formation, nos innovations formation, nos méthodologies de formation, etc. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut travailler effectivement derrière tout ça.
Oui, il faut faire attention à ne pas survendre, comme tu dis, puisqu'après la déception peut être grande pour le candidat lorsqu'il arrive dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est là des principaux freins aujourd'hui. Tu vois, tu l'as au niveau de l'expérience candidat. Quand tu as un écart entre l'expérience candidat promise et celle vécue, c'est fatal. Tu as un taux de chute qui devient extrêmement important, mais c'est extrêmement vrai aussi sur l'expérience collaborateur entre celle que tu as promis sur ton site carrière pendant l'expérience candidat et celle que va vivre le ou les collaborateurs. Donc, donc ce sujet de cohérence, je dirais, de transparence déjà à la base, premier sujet, et ensuite de cohérence, il est clé. C'est peut-être assez bateau ce que je dis, mais par expérience, il y a encore un vrai travail dans beaucoup d'organisations. Et est-ce que dans ton quotidien, donc avec les entreprises avec lesquelles tu travailles, est-ce que tu as vu donc une évolution récente dans la manière dont ces entreprises intègrent justement le learning à leur stratégie RH et à la marque employeur? Ouais, c'est une question intéressante. Il y a une véritable prise de conscience entre peut-être moi ce que j'ai vécu d'ailleurs en tant que quand j'étais RH en entreprise il y a quelques années, entre le plan de formation qui était un peu une obligation légale, X%, donc je construis un plan de formation, enfin je recense les besoins aux entretiens, puis je construis un plan de formation, et bref, entre le moment où la formation arrivait, si elle arrivait auprès du collaborateur, et le moment où il avait exprimé le besoin, il se passait 12 à 18 mois. Donc inutile de dire que c'était un peu obsolète. Donc déjà il y a des outils qui se sont améliorés, il permet effectivement d'aller beaucoup plus vite, et surtout je suis convaincu qu'il y a une vraie prise de conscience. Tu vois, moi, je vois des exemples très concrets d'entreprises qui montent leur centre de formation, leur centre interne de formation. Et ça, ça change tout aujourd'hui. Je vois des entreprises qui ont, bon, il y a eu les CFA qui permettent aux entreprises de créer leur CFA, mais du coup, ça leur a fait penser effectivement, repenser leur manière de former les collaborateurs et d'arrêter de se dire, bah tiens, je vais sans véritable stratégie tout déléguer à l'externe. Donc je dis pas qu'il faut pas déléguer à l'externe non plus, mais tout déléguer à l'externe sans véritable préanalyse des choses. Aujourd'hui, moi, je pense qu'un plan de formation, il se construit avec des formateurs internes, il se construit avec des formateurs externes parce qu'on n'a pas on n'a pas toutes les ressources en interne, c'est rarissime. Et par contre, c'est la somme de toutes ces compétences-là qui va faire qu'on va monter un organisme de formation interne avec des formateurs internes et des formateurs externes qui va amener sa vraie substance aux collaborateurs qui ont besoin d'être formés. En plus, ça a une vertu, c'est que ça permet en plus de transmettre en interne avec la culture, etc. Donc ce sujet, tu vois, moi, d'organismes de formation interne, voire même de centres de formation ou de campus de formation. Alors il y a plein de noms selon les tailles de boîte, etc. C'est quand même quelque chose qui est relativement récent, enfin qui a pas 30 ans non plus, quoi. Voilà, et qui a une vraie ampleur. Donc ça, je pense que ça c'est un véritable sujet. Je vois un deuxième sujet sur la co-responsabilité dans la formation. Très concrètement, et je pense qu'il y a une vraie attente aussi des collaborateurs. Les collaborateurs n'ont plus envie d'être passifs quelque part sur les formations que leur manager va leur dire, bah voilà, tu dois faire ci ou tu dois faire ça, quoi. Voilà. Ils ont envie de co-construire leur parcours, de co-construire leur carrière. Alors évidemment, il y a des outils, il y a le CPF qui peut être un outil de co-construction, mais bon, voilà, c'est pas forcément que ça. Mais tu vois, moi je vois dans les entreprises, c'est aussi qu'est-ce qu'on appelle formation. Il y a toujours les formations classiques d'organismes de formation, Calliope, etc. Et ça fonctionne très bien hein, avec plein de très bons intervenants. Mais certaines personnes ont besoin d'être formées parce que on va leur laisser du temps à se former en learning, en micro-learning, se former en allant à des événements, se former en écoutant des podcasts, se former en regardant des vidéos YouTube de producteurs de contenu qui sont influents dans tel ou tel secteur. Et donc ça bouscule fortement les codes. Enfin, moi, j'étais responsable formation à une époque, ça rentre pas dans les cases, quoi. Là, tu te dis, waouh, mais où est-ce que je mets ça? Parce que c'est pas possible. Sauf que c'est une véritable attente. Comment t'expliques à des jeunes qui vivent avec YouTube depuis des années que non, YouTube, tu vas pas à l'entreprise, tu vas pas utiliser YouTube pour te former. C'est juste pas possible. Moi, tu vois, je me suis beaucoup formé sur l'IA générative. Bah, j'ai bouffé un MOOC que j'ai trouvé pertinent sur le sujet et j'ai avalé
des dizaines de vidéos sur YouTube pour me former. Et après, j'ai pratiqué. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et ça, alors moi, je suis dirigeant, donc je fais ce que je veux en termes de temps. Mais en collaborateur, est-ce qu'il doit faire ça sur son temps perso? Est-ce qu'il peut faire ça sur son temps de travail? Ben, j'ai pas la réponse, hein, mais ça pose effectivement de véritables enjeux. Et je vois des entreprises, effectivement, qui sont plus matures, plus en avance sur le sujet et qui permettent à leurs collaborateurs de dire, bah tiens, oui, tu as envie de te former sur Perplexity, eh ben ok, tu vas passer une demi-journée à regarder des vidéos sur YouTube, à bricoler Perplexity, et tu vas monter en compétence de cette manière-là. Et peut-être qu'on va te payer effectivement une formation complémentaire d'une demi-journée avec un expert Perplexity pour que tu sois, que tu t'upgrades. Et le tout fait une formation pour le collaborateur. Voilà. Peut-être qu'en écoutant, il y a des organismes de formation qui vont me dire, mais ah là là, mais moi, ça me heurte parce que c'est mon business, je vends des formations Perplexity certifiées. Et oui, et c'est l'un n'empêche pas l'autre. Mais en fait, je pense que selon les personnes, il y a besoin de s'adapter. Tu vois, le sujet de la marque employeur, nous on travaille beaucoup là-dessus, sur l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, c'est qu'on est tous dans une organisation, donc il y a un cadre. Mais dans ce cadre, les candidats, les collaborateurs veulent de la personnalisation. C'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il faut personnaliser tout en étant dans un cadre, plus qu'un cadre juridique en plus qui est assez fort en France sur les ressources humaines et la formation, mais tout en personnalisant. Donc c'est la quadrature du cercle qu'il faut réussir à mener quand on est RH, quand on est responsable formation, pour faire rentrer tout ça et accompagner toutes les personnes de l'organisation, quel que soit leur métier, leur âge, leur positionnement, leur ancienneté, et que chacun trouve chaussure à son pied. Et là, donc, on disait que la formation peut être un facteur qui va contribuer à l'attractivité de l'entreprise, mais cela peut également jouer sur la fidélisation des talents, parce que comme tu le disais au départ, on va faire un nombre, je crois que c'est une trentaine de métiers différents dans notre vie. Je crois que j'avais lu ça dans une étude. Donc, est-ce qu'une entreprise qui va justement proposer tous ces parcours de formation, ou peut-être proposer aux collaborateurs, comme tu le disais, une demi-journée, je sais pas, par mois pour se former sur des contenus qu'il a choisis, est-ce que pour toi, ça a vraiment un impact sur la fidélisation des talents? Alors, ce sera pas suffisant. Ça, c'est certain. Faut pas se mentir. Le premier sujet qui est regardé aujourd'hui, c'est le niveau de salaire et la reconnaissance en bas de la page. Faut appeler un chat un chat. Par contre, une fois que ce sujet-là, il est acté, que globalement, je suis payé dans le marché, dans ma boîte. Je mets de côté les boîtes qui payent pas dans le marché trop haut ou trop bas. Mais je suis dans le marché. On va dire 80% des organisations. Qu'est-ce qui va me faire rester? Qu'est-ce qui va me faire rester? C'est le métier que j'occupe. Est-ce qu'il me plaît? Le manager, est-ce que je me sens bien avec ce manager? Et effectivement, c'est est-ce que j'ai des perspectives dans l'entreprise? Et donc, pour avoir des perspectives dans l'entreprise, oui, il y a le travail que je vais fournir au quotidien qui va m'aider à avoir des perspectives. Oui, il y a l'expérience que j'acquiers, évidemment. Ça, c'est clair. Mais, et tel que tu le disais dans la question, c'est effectivement, est-ce que mon entreprise me prépare au monde de demain? Là, aujourd'hui, tu vois, on a vécu une ère où c'est toujours le cas d'ailleurs, mais plutôt l'école bleue qui s'interrogeait, est-ce que mon métier va encore perdurer demain avec l'industrialisation ou la désindustrialisation, qui est toujours un sujet d'actualité malheureusement. Là, on voit le sujet d'école blanc, entre autres avec l'IA, qui s'interroge en se disant, mais est-ce que mon métier va continuer demain tel qu'il est? Alors, spoiler, non. Dans 90 ou 95% des métiers col blanc, non. Il va changer. Ça veut pas dire qu'il va disparaître, c'est qu'il va changer. Et donc, si le métier change, c'est qu'il y a une nécessité de se former, de se prendre en main, d'oser en parler en interne et d'avoir les moyens pour se former. Et si on est dans une boîte où il n'y a pas d'écoute sur ce sujet-là, où on sent en tant que collaborateur qu'on m'écoute pas sur ce qui se passe sur mon métier ou qu'on me donne pas les moyens de me former, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à terme, effectivement, la personne, tout le reste étant à ISO, va essayer d'aller dans une organisation qui permet ça. Donc, je pense que aujourd'hui, on est dans un momentum où il est hyper important de soigner son expérience collaborateur et entre autres les aspects d'accompagnement en montée de compétences et donc en formation de ces équipes. Ouais, c'est fondamental aujourd'hui.
Et est-ce que pour illustrer tout cela, tout ce que tu viens de nous dire, tu as des exemples concrets d'entreprises à nous citer, des entreprises qui ont justement renforcé leur marque employeur grâce à des actions de formation? Ouais, alors je suis pas un expert du sujet, donc j'ai quand même regardé, et il y a des entreprises qui se bougent fort sur le sujet. Je vois L'Oréal par exemple, qui met en place des learning weeks, enfin des semaines de formation où l'idée effectivement c'est d'accompagner les collaborateurs à monter clairement en compétences. Donc avec souvent des plateformes digitales qui sont ouvertes à tous les collaborateurs, en fait qui va valoriser en même temps l'apprentissage continu et puis en même temps la mobilité interne. Très souvent d'ailleurs c'est lié, hein, c'est des entreprises qui souvent ont d'ailleurs une culture de mobilité interne qui est extrêmement forte. On peut citer L'Oréal, mais dans des exemples approchants, il y a le groupe Accor, il y a Decathlon, qui sont des entreprises effectivement qui promeuvent ces sujets-là et qui ont mis en place des dispositifs, des moyens pour avancer. Alors on va me dire ouais c'est des grands groupes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont les moyens de faire ça. Alors comme tout le monde, ils ont de l'argent, mais ils ont aussi des charges. Donc voilà. Sauf que ils ont décidé effectivement d'investir de l'argent sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, sur des sujets de micro-learning, il y a énormément de dispositifs qui existent et d'entreprises. Moi, je ne vends pas de micro-learning, donc je suis tranquille sur le sujet, mais il suffit d'aller à Learning Tech, par exemple, fin janvier, et j'encourage tout le monde à y aller. Et là, vous allez trouver des dizaines d'entreprises qui proposent des solutions de micro-learning qui sont adaptées à toute taille d'entreprise. Moi, je suis une entreprise de 5 personnes. On est 5 CDI, donc c'est une petite entreprise. On est sollicité par des structures qui nous proposent effectivement des accompagnements micro-learning. Donc il y a des entreprises pour toutes les tailles. Enfin, il y a des offres pour toutes les tailles d'entreprises. Un coup de Google, un coup de réseau aussi, ça marche très très bien. Et à chacun d'aller chercher. Et je pense que c'est le moment aussi de regarder ce qui se passe, de benchmarker ce qui se passe, de se faire son opinion et de se dire ok voilà là-dessus j'ai envie d'investir, peu importe ma taille de structure et quelque part mon budget. Parce que paradoxalement, j'y viens, mais dans une entreprise comme L'Oréal, une personne démissionne. Bon, c'est pénible, mais l'entreprise va pas couler, va pas s'effondrer. Il y a plein de solutions. Une entreprise de 10 ou 20 personnes, vous avez une personne clé qui part, c'est 5 à 10% de votre masse salariale et de votre capacité intellectuelle de l'entreprise qui part, c'est énorme et ça peut mettre en péril l'entreprise. D'où l'importance effectivement de former ces personnes-là. Et on sait, enfin je connais pas les derniers chiffres, Anne-Marie, peut-être que toi tu les as, mais on sait que les collaborateurs, collaboratrices de petites entreprises sont moins bien formés, ont des budgets formation moins élevés que les collaborateurs de grandes entreprises. Je dis pas que ça devrait être l'inverse, je dirais que ça devrait être partout pareil. Oui, bah oui, Voilà. bah oui. Mais c'est vrai que c'est une question de budget, c'est une question de temps. C'est une question de budget, question de temps, et je le vis moi-même, hein, c'est une question de priorité. Parce que quand on est 10, ben qu'on a des clients, on est un peu au front, on a moins la capacité à prendre du recul, et c'est ça qui effectivement peut nous mettre en danger, et du coup peut mettre en danger son entreprise au sens RH, au sens marque employeur, puis même au sens économique. Hein. Oui, et puis après, comme tu le disais, il y a des formats de micro-learning qui peuvent très bien déjà être proposés. Hein. Je pense au Oui, SMS Learning, je pense à des podcasts tout oui. simplement. Hein. Écouter une chaîne de podcast, ça peut être extrêmement formateur. Donc les chaînes YouTube, etc. Et ça ne demande pas forcément beaucoup de budget. Non, 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 et c'est plus un mindset en fait. C'est plus un état d'esprit. Déjà collaborateur. Tu vois, avant, je pense, la responsabilité de l'employeur, c'est aussi à chacun des collaborateurs de se dire, il faut que j'évolue. Alors évidemment, si on est chauffeur routier, c'est pas la même vie que si on est ingénieur développeur aujourd'hui. Non, on n'a pas les mêmes sujets, on n'a pas les mêmes contraintes dans le métier. Donc, toute proportion gardée, il faut bien sûr acter ça. Hein. C'est pas un chauffeur routier, on lui demande pas de financer son permis poids lourd. Enfin, c'est quand même le boulot de l'employeur. Par contre, un dev, aujourd'hui, on voit l'IA qui permet effectivement de faciliter qui modifie le métier de développeur. Est-ce qu'il faut attendre que son employeur se bouge, ou est-ce qu'il faut se bouger tout seul? Voilà. Et je reviens à ce que j'ai dit, où il faut faire bouger son employeur. Ou cash,
faut changer de boutique si l'employeur a pas compris, quoi. Oui. Bon, on ne va peut-être Mmh. pas inciter nos auditeurs à Non, non, mais tu sais, je pense qu'ils m'ont pas attendu, oui, hein. oui, non, mais tout à fait. Voilà. Et Florent, comment est-ce que tu mesures justement, cet impact de proposer, des actions de formation, aux collaborateurs sur la marque employeur? Tu as quelques KPI à nous partager? Ah, ouais, sur l'impact de la marque employeur. Oui, alors bien sûr, t'as des indicateurs RH un peu classiques. Tu vois, tu vas avoir le taux de turnover, le taux de fidélisation, tu peux avoir la mobilité interne, tu peux avoir le nombre de collaborateurs, le pourcentage de collaborateurs qui restent en poste après X mois, X années, etc. Tu vois, ça c'est des choses que tu peux effectivement assez facilement mesurer. Ça c'est assez quantitatif. Après, tu peux avoir des indicateurs plus qualitatifs. Tu peux, enfin, la possibilité de réaliser des enquêtes d'engagement, par exemple. Tu vois, nous on a des clients que l'on accompagne depuis maintenant 5 ans, et tous les ans, tous les 12 à 18 mois à peu près, hein, selon les clients, on réalise une enquête d'engagement auprès d'eux, auprès des collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs sont toujours alignés avec la promesse employeur affichée par l'entreprise? Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet effectivement, en temps réel, ou quasi réel, alors c'est pas évidemment du jour au lendemain, mais je dis c'est des temps de 12 à 18 mois, de se re-benchmarker, de se re-challenger dans un monde qui va très vite, et donc de s'assurer que sa marque employeur est toujours alignée avec ce que vivent et ce que ressentent les candidats et les collaborateurs. Voilà, donc ça ce sont des indicateurs effectivement qualitatifs. Et puis après, alors t'as aussi bien sûr alors selon les entreprises, des classements dans les palmarès employeurs. Tu as le sujet de notoriété spontanée aussi. Tu vois, ça c'est le sujet qu'on mesure. Est-ce que moi, employeur, quelle est ma notoriété sur le marché? Qu'est-ce qui fait que les candidats candidatent, en fait? Donc ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. Et puis tu as bien sûr classiquement l'engagement sur les réseaux sociaux. Tu vois, est-ce que les posts à connotation marque employeur faites par la marque ont une visibilité de plus en plus forte, donc un impact de plus en plus fort sur leur cible? Est-ce que les collaborateurs de l'entreprise prennent la parole sur les réseaux sociaux? Donc le sujet de l'employé advocacy de salariés ambassadeurs. Est-ce que les salariés ambassadeurs sont de plus en plus nombreux? Est-ce qu'ils continuent à parler? Est-ce qu'ils continuent à prendre la parole? Voilà, et quelque part, est-ce qu'ils sont fiers en fait de porter la marque qu'ils ont, alors que c'est pas leur métier à la base, hein. Souvent, les ambassadeurs, hein, pour rappel, ce sont des collaborateurs qui sont volontaires, qui sont pas payés pour le faire, et qui sont pas RH ou pas communicants. Voilà, les RH et les communicants, évidemment, ils vont juste dire que leur boîte elle est bien. Mais un collaborateur lambda, il a rien qui l'oblige à le faire. Donc ça, c'est aussi des sujets qu'on va mesurer. Et bah, là, justement, tu parlais, des ambassadeurs, pour, les collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres rôles, que les collaborateurs, peuvent jouer? Donc, par exemple, des témoignages ou des retours, d'expérience? Alors clairement, je pense que tu vois, c'est intéressant parce que je l'ai eu il y a pas très longtemps dans une entreprise sur laquelle j'ai formé moi des collaborateurs, et spontanément ils ont voulu prendre une photo en disant bah tiens, on a envie de faire des posts en disant qu'on a suivi cette formation avec toi Florent, on a envie d'en parler, etc. Et ça, c'est des choses que je vois moi aussi de plus en plus, et ça a deux vertus. Un, bien sûr, ça donne de la visibilité à l'entreprise, mais ça montre en plus que l'entreprise elle forme, donc et qu'elle accompagne ses collaborateurs. Et là, c'était d'autant plus riche qu'en plus les collaborateurs que je formais étaient des collaborateurs un peu spéciaux parce que c'était des alternants, les alternants de l'entreprise. Donc on pourrait se dire, attends, une entreprise qui forme des alternants, des alternantes sur des sujets au-delà de la formation classique à l'école, hein, je parle pas de la formation à l'école. Euh, donc elle investit du budget sur des alternants, des alternantes qui potentiellement vont pas tous et toutes rester dans l'entreprise. Donc c'est un véritable enjeu pour l'entreprise, effectivement, de soigner son expérience collaborateur, y compris auprès des alternants et des alternantes, en se disant ben moi je vais investir du temps en formation, et en plus ils le font savoir. Donc ce qui est juste la boucle est bouclée quoi, quelque part. Et voilà. Et donc ça a plein de vertus très bénéfiques sur la marque employeur, parce que ça, bah, les visiteurs de cette page LinkedIn l'ont vu. Voilà, qu'ils y travaillent ou pas. Il y a probablement des collègues qui savaient pas que j'étais là dans les bureaux et que je formais des alternants, qui se sont dit ah, on forme les alternants dans notre entreprise.
bon point quelque part. Et puis bien sûr, il y a les personnes qui peuvent être clients de cette entreprise. Et pour certaines entreprises qui sont en plus des entreprises qui vendent aux consommateurs, qui sont B2C. Et là, vous avez un autre effet, qui est un effet business. Vous formez vos collaborateurs, donc c'est des gens qui sont quand même à la pointe de leur activité. Moi, je suis potentiellement client. Ben, j'ai plus envie d'aller dans une boîte, d'aller acheter des produits d'une entreprise qui forme ses collaborateurs, parce qu'en plus, je vais avoir des gens formés et compétents autour de moi. Les impacts sont extrêmement larges, en fait. Et aujourd'hui, c'est clair que les réseaux sociaux exacerbent en fait cette visibilité. Alors si vous faites rien, bah, c'est un peu c'est exacerbé négativement. Mais si vous faites plein de choses positivement, bah là c'est jackpot quoi. Ah bah, complètement, oui, ça rejaillit complètement sur la marque. Et tu parlais, tout à l'heure, des équipes RH, des équipes communication, pour la marque employeur. Donc comment est-ce que ces collaborateurs de ces services peuvent-ils travailler justement, main dans la main avec les équipes formation? Est-ce qu'ils vont aller impulser des sujets? Comment tu imagines ça? Ou quels conseils tu peux donner? Alors évidemment, c'est pas simple parce qu'il y a des entreprises où effectivement, ben tel que tu le dis, le responsable formation, c'est pas la même personne que les RH ou les recruteurs ou la com. Dans d'autres entreprises, c'est la même personne qui fait tout. Voilà, selon les tailles d'organisation. Mais si on prend le cas effectivement d'entreprises plus importantes où ce sont des personnes humaines différentes, je pense que c'est clé que déjà soit à l'initiative du responsable formation, de la responsable formation, soit à l'initiative des RH, qu'il y a un partage sur la marque employeur. Très souvent, moi je le vois dans les entreprises de taille importante, le service formation n'est pas associé à la construction d'une plateforme de marque employeur, très clairement. Sont associés les équipes recrutement, les équipes ressources humaines, les équipes communication. Rarement vu les équipes formation. Donc je pense qu'il y a un vrai travail effectivement ensuite en interne de partage de la plateforme de marque employeur qui a été validée. Donc ça, je pense que ça c'est le premier sujet. Parce que si on veut co-construire des parcours qui sont alignés avec la stratégie RH, les besoins métiers, il faut avoir ce sujet-là. Ensuite, je pense que c'est important d'intégrer la formation dans la promesse employeur, d'intégrer les programmes de formation, d'intégrer la politique formation sur le site carrière. C'est pas fait partout. D'expliquer pourquoi pas dans les offres d'emploi la politique formation en un paragraphe. Donc c'est là où le responsable formation il a peut-être son mot à dire en disant hop, vous faites des offres d'emploi mais jamais vous parlez de ce sujet-là. Donc l'idée c'est pas d'en faire non plus 30 lignes parce qu'on peut pas faire ça dans une offre d'emploi, mais peut-être avec quelques mots. Voilà. Alors par contre je pense qu'il faut pas sortir. Ça c'est un sujet important parce que je l'ai eu avec un client qui avait un budget formation qui était très conséquent et qui va dire chez nous on consacre 8% de la masse salariale à la formation. Ouais, sauf que du côté candidat ça parle pas. En fait, c'est du jargon RH et donc je pense qu'il faut mieux être très pratico-pratique. Tu fais tel métier, chez nous, tu pourras évoluer en suivant des formations de tel ou tel domaine par exemple. Où on investit nous tous les ans X heures par an pour chaque collaborateur qui est chauffeur poids lourd par exemple. Je prenais cet exemple-là, etc., etc. Tu vois, donc en fait, il faut que ça parle effectivement aux candidats. Donc, il faut faire attention parce que quand on va sur un site carrière ou des offres d'emploi, il faut pas être dans le jargon RH. Il faut penser à la personne qui le lit. Et là, on touche des candidats qui, eux, n'ont pas forcément l'expérience, l'expertise du jargon du monde de la formation, du jargon du monde des ressources humaines. Donc, Oui, c'est exactement comme dans une formation avec les objectifs pédagogiques que l'on doit rédiger de façon très opérationnelle pour que les apprenants puissent ensuite se projeter dans leur quotidien professionnel. ouais, tout à fait. Voilà. Donc, merci Florent. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Donc, je vais Je t'en avoir prie. une dernière question pour conclure. Quel serait ton conseil ou tes 3 derniers conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui veut justement mieux connecter sa stratégie learning à sa marque employeur? Alors, je dirais, associer, si l'équipe formation existe, associer l'équipe formation à la construction de cette plateforme marque employeur, d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que ce serait un vrai sujet. 2, je pense que il est indispensable aujourd'hui d'écouter les collaborateurs, les collaboratrices d'une entreprise sur ce qu'elles attendent de la formation d'entreprise, pas ce qu'elles attendent en contenu, ce qu'elles attendent en termes de pédagogie, en termes de nouveautés, en termes, etc. Pas tant, je veux faire une formation Excel ou une formation d'anglais. C'est vraiment, qu'est-ce qui me ferait rester? Sur cet axe-là, je pense que c'est clé.
vraiment des attentes profondes. Et troisième chose, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'avoir un catalogue de formation qui est très souple, très ouvert, avec des multiplicités de modalités de formation. Il y a des gens qui vont adorer le présentiel, il y a des gens qui vont adorer le learning, il y a des gens qui vont adorer le micro-learning, il y a des gens qui vont vouloir se former tout seul chez eux, il y en a qui vont absolument vouloir sortir de leur bureau et être en équipe. Et donc, c'est de co-construire tout un ensemble qui va répondre à, je l'espère, à l'entièreté des collaborateurs et collaboratrices. Oui, à toutes les différentes attentes. Oui. Exactement. Eh bien, merci pour ce mot de la fin, Florent. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, donc j'indiquerai ton profil LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. J'indiquerai également le lien de ton site, ton podcast également. On n'a jamais fait comme ça. Et puis également ta newsletter, puisque tu as une newsletter qui est hebdo, je crois. J'ai une newsletter qui est hebdomadaire et on peut soit s'abonner sur LinkedIn en suivant mon profil, soit s'abonner sur Substack. Au choix de chacun. Voilà, Substack ou LinkedIn. Eh bien, merci encore Florent pour cet épisode qui change un peu, je trouve. Parler marque employeur, c'est important aussi. Et faire le lien avec le learning. Merci Anne-Marie en tout cas pour ton invitation. Merci Florent, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.